Des silhouettes tout en noir, des vitrines qui volent en éclats, des affrontements directs avec la police. On a tous ces images en tête, non? Elles tournent en boucle à la télé. Mais au fond, que se cache-t-il vraiment derrière ce qu'on appelle le Black Bloc? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. On est en avril 2009, sommet de l'OTAN à Strasbourg. Et ce jour-là, c'est le choc. La ville découvre, avec une certaine stupeur, une forme de contestation radicale qui va laisser une trace indélébile. Le bilan est lourd, c'est clair, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'est laissé au hasard. Derrière chaque destruction, chaque cible a été choisie pour ce qu'elle représente. L'ampleur des dégâts ce jour-là a vraiment marqué un tournant dans la façon dont on perçoit ce phénomène en France. Ces scènes de Strasbourg, et bien sûr toutes celles qui ont suivi depuis, elles alimentent les journaux télévisés. Mais voilà, derrière le spectacle du chaos, il y a une réalité qui est bien plus complexe à saisir. On voit les affrontements, les destructions. Oui, mais la logique derrière tout ça reste souvent très floue. Alors qu'est-ce que c'est au juste ? Une organisation secrète ? Un mouvement structuré avec des chefs ? Ou alors, tout autre chose ? Et c'est là justement qu'est la confusion principale. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, il faut d'abord déconstruire une idée reçue, probablement la plus tenace de toutes. Et voilà le point crucial. Le Black Bloc, ce n'est pas un club avec des cartes de membres. Ce n'est ni un parti, ni un syndicat, ni une ONG. C'est une méthode, une manière d'agir collectivement à un instant T. Ça se forme pendant une manif et ça se dissout juste après. Chaque élément de cette tactique a une fonction bien précise. L'uniforme noir, par exemple. Bon, ça sert à l'anonymat, évidemment, mais ça crée aussi un effet visuel très puissant, une sorte de vague humaine unie et anonyme. L'absence de leader, ça rend le groupe complètement insaisissable pour les forces de l'ordre. Et puis il y a la tactique du caméléon. C'est une technique de guérilla urbaine purement et simplement. On apparaît, on agit, et hop, on disparaît dans la foule. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça ne sort pas d'un chapeau. Cette tactique, elle a une histoire, une généalogie même, qui permet de comprendre comment elle a évolué pour se diffuser dans le monde entier. On assiste à une véritable transformation. Ce qui commence dans les années 80 comme une méthode purement défensive à Berlin pour protéger les squats, devient au fil du temps une tactique offensive et globale, utilisée pour attaquer des symboles du pouvoir. Et le moment clé de cette bascule, le tournant, c'est Seattle en 1999. Et c'est là qu'on observe un truc complètement paradoxal. Les médias condamnent la violence, bien sûr, mais en même temps, leurs images, hyper spectaculaires, ont servi de publicité grandeur nature. En fait, plus ils montraient les destructions, plus, sans le vouloir, ils exportaient la tactique à des militants du monde entier. Bon, on a vu le comment, mais maintenant, la grande question. Pourquoi ? Parce que oui, derrière ces dégradations, il y a bien une logique politique, une critique radicale de la société. Alors, première chose à comprendre, il n'y a pas une idéologie du Black Bloc. C'est plutôt un point de rendez-vous tactique, un lieu de convergence pour différents courants de la gauche radicale. Ce qui les unit, le temps d'une action, c'est un rejet commun de l'État et du capitalisme, et une foi partagée dans l'efficacité de l'action directe. Du point de vue de ceux qui y participent, la véritable violence, ce n'est pas la vitrine d'une banque qui se brise. C'est la violence invisible, celle du quotidien, les inégalités sociales, la précarité, la répression policière. Leur action est donc vue comme une réponse, une contre-violence, pour rendre visible cette violence systémique. Et là encore, les cibles ne sont jamais choisies au hasard. S'attaquer à une banque, ce n'est pas juste pour le plaisir de casser une vitre, c'est s'en prendre au symbole de la finance. Détruire un panneau publicitaire, c'est attaquer le symbole de la société de consommation. Chaque acte se veut être un message. Mais attention, cette tactique est très loin de faire l'unanimité. Et le plus surprenant, c'est que les critiques les plus virulentes viennent parfois de l'intérieur même des mouvements de gauche et révolutionnaires. On a donc deux visions du monde qui s'affrontent violemment. D'un côté, ceux qui pensent que la rupture est nécessaire, que l'action directe est le seul langage que le pouvoir comprenne, et de l'autre, ceux qui sont convaincus que cette forme de violence mène tout droit à une impasse politique. Ces critiques, elles viennent souvent de la gauche révolutionnaire elle-même. Elle pointe du doigt une stratégie jugée totalement contre-productive. Non seulement elle ne fragiliserait pas le système, tout est assuré, tout est reconstruit, mais en plus, elle donnerait à l'État le prétexte parfait pour renforcer sa répression contre l'ensemble du mouvement social. Cette phrase, elle résume parfaitement le cœur de la critique. Pour les détracteurs de cette tactique, l'action révolutionnaire doit servir un projet collectif, pensé, conscient, et non pas être un simple exutoire pour une rage individuelle aussi légitime qu'elle puisse être. Finalement, pour vraiment comprendre, il faut peut-être changer complètement d'angle de vue. Et si le Black Bloc n'était pas la cause, mais en fait la conséquence, le symptôme d'une situation politique bien plus large. Quand les manifestations traditionnelles, même massives, semblent ne plus rien obtenir, quand les syndicats et les partis politiques sont perçus comme impuissants, eh bien il est assez logique que certains militants se tournent vers des méthodes plus radicales. Pour eux, c'est la seule porte de sortie. On se retrouve en fait dans un véritable cercle vicieux. L'inefficacité perçue du pacifisme pousse à l'action directe.
Cette action directe entraîne une répression policière encore plus forte. Et cette répression, à son tour, valide le discours anti-étatique et convainc encore plus de monde que la seule solution, c'est la confrontation. C'est une spirale. Et c'est là toute la question que ce phénomène nous renvoie en pleine figure. Au-delà du jugement moral qu'on peut porter dessus, la persistance du Black Bloc nous interroge sur l'état de nos démocraties et sur les canaux qui restent ouverts pour exprimer la colère sociale. Et cette question-là, elle reste grande ouverte.